Donc, en toute modestie, aujourd'hui, ce que je voudrais vous présenter, c'est un petit peu comment on peut essayer d'aller des mécanismes cérébraux pédagogiques. Et Laetitia m'a un peu présenté, du coup, je vais me concentrer sur la présentation de la personne avec qui je travaille en binôme sur ces sujets, qui s'appelle Christine Gerlin, et qui est maîtresse de conférences en physique aussi à Sorbonne Université. On travaille ensemble depuis plusieurs années et on propose aujourd'hui une formation à nos collègues sur comprendre et développer l'autonomie des étudiants. Donc, pour commencer mon introduction, comme je vais vraiment faire un petit peu du partage d'expérience, je vais partir vraiment de mon expérience de pédagogue praticienne, pas du tout théoricienne. Je vais vous raconter ma vie et comment j'ai monté des marches au fur et à mesure pour aller vers quelques conceptions théoriques et des applications pratiques. Donc, tout d'abord, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai considéré que j'avais une mission à accomplir, qui était essentiellement de transmettre des connaissances et des procédures à des apprenants, et que j'allais remplir cette mission en ayant des objectifs précis, des activités pour atteindre ces objectifs, et puis faire des évaluations qui me permettaient de récupérer des indicateurs, notamment les performances académiques via les notes des étudiants, et l'ambiance de la classe, qui est aussi quelque chose de très important pour moi. Et puis, assez rapidement, j'ai changé de poste. Je suis passée d'une grande école à l'université. Et je me suis rendu compte que même si j'avais l'impression de remplir ma mission de manière très similaire, sur des programmes qui étaient semblables, eh bien, les indicateurs que je récoltais étaient très différents. Et je me suis rendu compte que non seulement j'avais une mission à accomplir, mais cette mission, je devais la remplir en fonction du public et du contexte dans lequel ce public évoluait. Donc ça peut paraître un petit peu une porte ouverte, mais rien que de le réaliser, j'avais fait déjà un grand pas. Et je me suis rendu compte aussi que c'était pas que moi qui avait ce problème de se rendre compte qu'il y avait des choses qui se passaient pas tout à fait comme on attendait, mais que les collègues aussi rencontraient des à comprendre comment fonctionnaient les étudiants, et les étudiants, qu'est-ce que les enseignants attendaient d'eux. Donc là, j'ai mis quelques exemples, mais ce qui me semble intéressant, c'est notamment le fait qu'on a toujours l'impression que les étudiants ne retiennent pas d'un semestre sur l'autre. Et puis, pour les étudiants, ils ont l'impression qu'ils travaillent beaucoup, mais que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Donc, en quelque sorte, il y avait un découplage entre le fait d'enseigner d'un côté et puis le fait d'apprendre de l'autre côté. Et je vais réutiliser une expression qui est assez connue, qui dit qu'il ne suffit pas d'enseigner pour que les étudiantes et étudiants apprennent. Du coup, ce que je vais vous proposer, c'est une piste de réflexion où pour essayer de réaligner enseigner et apprendre, on va essayer de mieux comprendre ce que ça veut dire enseigner et apprendre. Et comme je suis neuroscientifique, j'utilise le prisme d'études de la neurobiologie, avec un contexte qui est l'université et en particulier l'entrée à l'université parce que c'est vraiment une étape importante pour nos étudiantes et étudiants. Je vais articuler ma présentation autour de quelques questions qui sont: qu'attendons-nous des publics étudiants? Qui sont-ils et comment apprennent-ils? Quels sont les processus d'apprentissage d'une manière un petit peu plus générale? Et après, est-ce qu'on peut agir sur ces processus et effectivement venir vers les pratiques pédagogiques? Pour commencer par qu'attendons-nous des publics étudiants, eh bien, il suffit de lire les descriptions des formations dans Parcoursup ou les référentiels de compétences des mentions qui sont édités par le ministère pour voir qu'on attend des choses de haut niveau, avec des savoirs, savoir-faire, savoir-être, des compétences qui vont toucher les disciplines, mais aussi des compétences pré-professionnelles et transversales, dans de vastes champs disciplinaires, et puis maintenant on fait beaucoup de pluridisciplinaires et d'interdisciplinaires, et ces champs disciplinaires sont en constante évolution, avec une très forte augmentation de la quantité de connaissances disponibles. Si on regarde maintenant les taxonomies des apprentissages, alors ici j'en ai mis deux qui sont assez connues. La taxonomie solo, où on part de l'étudiant à une idée vague sur un sujet, jusqu'à l'étudiant à plusieurs idées très précises sur le sujet, il est capable de les mettre en lien entre elles et de faire du lien entre ce sujet et d'autres sujets. Eh bien, il y a une deuxième taxonomie que vous connaissez peut-être un petit peu mieux, qui est la taxonomie de Bloom, où on a une espèce de hiérarchisation entre différents niveaux qui vont de mémoriser, comprendre, appliquer vers analyser, évaluer et créer.
Eh bien, dans ces taxonomies, évidemment, on attend des étudiants qui mémorisent, qui comprennent, qui appliquent. Ça, c'est vraiment la base. On considère que c'est un socle indéfectible. Mais on vise surtout des choses de haut niveau, c'est-à-dire l'analyse, l'évaluation, la création. Et bien sûr, pour la taxonomie solo, on s'attend à ce qu'ils fassent de l'abstraction étendue. Donc on attend des compétences cognitives de haut niveau et on attend surtout que nos étudiants apprennent en profondeur avec une rétention à long terme, d'un semestre à l'autre par exemple. En plus, quand ils arrivent à l'université, c'est un contexte un petit peu particulier où on leur demande de maîtriser des codes qui sont pour eux nouveaux et très implicites, qui doivent s'approprier. Et on attend aussi d'eux une autonomie à se former. Et cette autonomie à se former, c'est non seulement pour leur formation initiale, mais aussi dans un objectif de formation continue. Si maintenant on passe à qui sont-ils et comment apprennent-ils ? Eh ben, en France, on a un public de jeunes adultes, on a les plus jeunes étudiants d'Europe avec une moyenne de 22 ans, et c'est un public hétérogène dû à la massification de l'enseignement supérieur. Ils ont une activité rémunérée pour 1 sur 2, et pour certains d'entre eux, cette activité rémunérée va rentrer en compétition sévère avec les tâches d'apprentissage. Ils subissent l'impact des crises sanitaires et écologiques et plus si affinités qui nous entourent. Et c'est une génération qui est saturée d'informations qui vient de différentes sources et pas forcément des sources universitaires. Donc c'est un public un peu particulier. Et si on passe maintenant à comment ils apprennent, eh ben, on s'aperçoit avec des études qui sont un peu générales dans le monde ou des études plus proches, comme la publication de Ramage que je cite ici, c'est un apprentissage qui se fait de manière superficielle et à court terme, donc tout à fait l'inverse de ce qu'on attendrait d'eux, avec un travail en masse basé sur la relecture de type bachotage et une procrastination importante, c'est-à-dire un manque d'organisation dans la planification qui fait qu'au moment de la semaine de révision, ils vont en fait faire de la vision et non de la révision. Si on passe au niveau cérébral, pour la manière dont on va apprendre, eh bien, le cerveau est impliqué évidemment dans les apprentissages et en particulier le cortex est impliqué dans un certain nombre de processus qui sont nécessaires pour apprendre. Si on prend ici le cortex, le lobe temporal, il est impliqué notamment dans la mémorisation, le pariétal dans l'intégration des informations sensorielles et l'attention, et le frontal dans la planification et le raisonnement. Il faut savoir que nos étudiants sont très jeunes et du coup, d'un point de vue physiologique, la maturation de leur cortex n'est pas encore terminée puisque la maturation corticale se termine vers l'âge de 25 ans. Donc, ce sont des jeunes adultes pour lesquels les capacités de mémorisation et de raisonnement sont encore en augmentation. Et surtout parce que le lobe frontal est impliqué dans ce type de tâches, ils ont une difficulté à lier les apprentissages présents à leurs bénéfices à long terme. Donc, la vague de maturation corticale, elle passe du lobe frontal au lobe pariétal, du lobe temporal au lobe pariétal puis au lobe frontal. Et du coup, le lobe frontal est le dernier à maturer. Enfin, je profite de cette présentation pour rappeler que le jeune adulte a un cerveau particulièrement sensible aux drogues et au stress, et donc on a toutes les raisons de chouchouter nos étudiants. J'ai essayé de faire un petit schéma pour mettre en évidence les différents processus qui sont impliqués dans les apprentissages, et évidemment, sans surprise, la mémoire est au cœur de ces processus. Donc la mémoire, elle se décline en plusieurs versions. La mémoire à court terme, qui va permettre de retenir peu d'informations sur un laps de temps assez court. Et puis la mémoire à long terme, qui va nous permettre de retenir différentes choses sur des temps plus longs. Notamment, on distingue la mémoire épisodique, la mémoire des événements vécus, la mémoire sémantique, la mémoire des connaissances, et la mémoire procédurale, donc la mémoire des actions. Cette mémoire, elle se fait en prenant des informations dans l'environnement grâce au système sensoriel. Donc on va capter des informations, c'est ce qu'on appelle l'étape d'encodage, et elle va elle-même répondre à différents processus comme le filtrage. Notamment, on va filtrer si l'information est nouvelle, pas nouvelle, importante, pas importante. La comparaison, on va essayer de faire du lien entre ces informations et celles qu'on a déjà stockées en mémoire. Et l'intégration multisensorielle, c'est-à-dire qu'on va à la fois écouter le professeur, regarder sa présentation à l'écran et avoir des informations kinesthésiques si on prend des notes manuscrites. La deuxième étape, ça va être la consolidation, c'est le nom qu'on donne à l'étape de stockage. Et la troisième étape va être la récupération, c'est le nom qu'on donne à la restitution des informations, c'est-à-dire la capacité à sortir ces informations de notre mémoire.
Mais l'apprentissage, c'est aussi plus complexe que la mémoire. C'est aussi avoir une conduite adaptée à notre environnement et à notre propre comportement. Donc il y a à la fois la mémoire et la capacité à s'adapter à la tâche qu'on nous a confiée. On distingue différents types d'apprentissage, j'en ai cité 2 ici, mais il y en a d'autres. L'apprentissage par cœur, qui va être basé essentiellement sur la mémoire, mais aussi l'apprentissage essai, erreur, correction, où là, typiquement, c'est de l'apprentissage où il va y avoir beaucoup d'adaptation, puisqu'on va faire des essais, se tromper, et c'est en corrigeant ces essais qu'on va progresser. C'est par exemple comme ça qu'on apprend à marcher. Hein. Apprendre à marcher, ça commence par apprendre à tomber. Au niveau du fonctionnement du cerveau, ces mécanismes sont abrités par différentes régions, notamment une région profonde qu'on appelle l'hippocampe, qui est impliquée dans l'encodage. Et la consolidation, elle, va solliciter à la fois cette région profonde et le cortex dont on parlait tout à l'heure, avec un dialogue qui va se faire entre ces deux régions. Et la récupération, elle, va se passer essentiellement au niveau cortical. Si on en vient à des choses un petit peu plus précises sur la manière dont fonctionne la mémoire, on peut dire que c'est une réactivation facilitée de réseaux neuronaux. Pour faire simple, les neurones, ce sont les cellules de notre cerveau qui sont capables, une fois qu'elles sont activées, de communiquer entre elles pour intégrer des informations. Avant apprentissage, il préexiste des réseaux neuronaux, des neurones qui ont la capacité de travailler ensemble et de communiquer. Lors de l'apprentissage, une sous-population de ces neurones va être activée et va communiquer. Et lors de la consolidation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejouer ce qu'on a vu dans la journée et ça va réactiver les réseaux de neurones sollicités pendant l'apprentissage et renforcer les connexions entre ces neurones. Lors de la récupération, ce qu'on fait, c'est qu'on réactive ce patron neuronal en jouant sur ces connexions facilitées. Du coup, il y a une base physiologique aux apprentissages qui est la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité qu'a le cerveau de se modifier en permanence sous l'effet de ce que nous vivons. Cela passe par des modifications du cerveau à grande échelle, des changements d'activité de grandes régions cérébrales, on a parlé notamment de l'hippocampe et du cortex, le changement de connectivité entre ces régions, la manière dont elles discutent entre elles. Ça passe aussi par des événements cellulaires de type mort de neurones ou naissance de nouveaux neurones et disparition ou apparition de synapses qui sont ces points de contact par lesquels les neurones communiquent. Et enfin, ça passe par des événements moléculaires, notamment quand on a des renforcements et affaiblissements de synapses, donc des synapses qui laissent passer plus ou moins de messages, avec la modulation des neurotransmetteurs, les molécules émises par le neurone émetteur, et des récepteurs, c'est-à-dire les molécules qui sont à la surface du neurone récepteur et qui vont lui permettre de capter les neurotransmetteurs. Alors maintenant, j'en arrive à la question principale. La dernière question, c'est peut-on agir sur ces processus ? Alors on sait, grâce à des études chez l'homme comme chez l'animal, que la plasticité cérébrale est sous de multiples influences. Notamment, on sait qu'elle est influencée par l'âge, et coup de bol, les étudiants sont jeunes, donc ils ont toutes leurs chances pour faire jouer leur plasticité cérébrale à fond. L'état de santé peut aussi jouer avec des pathologies qui touchent directement les apprentissages, vous en connaissez sûrement, le trouble de l'attention, la dyslexie, mais aussi des pathologies qui peuvent impacter de manière indirecte les apprentissages. L'activité physique est aussi un facteur favorisant la plasticité cérébrale, donc on doit encourager nos étudiants à continuer à faire du sport. L'hygiène de vie est aussi très importante. Le cerveau est un gros consommateur d'énergie, donc venir en cours sans avoir pris de petit déjeuner, c'est vraiment pas une bonne idée. L'entraînement est aussi très important. Le cerveau est un de ces organes pour lequel plus on l'utilise, plus c'est facile de l'utiliser. Donc n'hésitez pas. Et enfin, il y a aussi de l'influence de drogues et de médicaments. Alors certaines peuvent avoir des effets positifs, mais beaucoup peuvent avoir aussi des effets négatifs. On pourra en reparler si vous avez des questions. L'enrichissement du milieu de vie est aussi très important, donc la vie culturelle et sociale est un facteur favorisant de plasticité cérébrale. Enfin, le sommeil est très important pour la plasticité cérébrale et c'est vraiment un point critique pour nos étudiants qui dorment peu et qui dorment mal.
Donc si on revient à mon petit schéma simplificateur de qu'est-ce que c'est que les processus d'apprentissage, on peut aussi essayer de replacer dans ce schéma les leviers d'apprentissage qui ont été identifiés par les sciences cognitives. Le premier de ces leviers, c'est l'attention. Effectivement, c'est le projecteur qui nous dit que regarder, qu'écouter. Donc l'attention, elle va jouer un rôle crucial au niveau de l'étape d'encodage. Deuxième levier des apprentissages, c'est la posture active. On dit toujours qu'il faut rendre les étudiants actifs. Pourquoi ? Ça va faciliter l'étape d'encodage et une étape d'encodage de bonne qualité va permettre une bonne consolidation. Troisième levier des apprentissages, c'est l'entraînement. Et bien l'entraînement, il va jouer essentiellement sur la récupération, donc notre capacité à restituer les informations. Et en s'entraînant, plus on va restituer les informations, plus ça va être facile de les restituer. Dernier levier des apprentissages, c'est le retour d'informations, parce qu'effectivement, pour adapter sa conduite, il faut savoir à quel point on s'est trompé dans son premier essai pour faire un deuxième essai plus réussi. Et évidemment, j'insiste de nouveau sur le sommeil. Le sommeil est très très important parce que la consolidation, le rejeu de tout ce qu'on a fait dans la journée se passe pendant certaines phases du sommeil, donc il est très très important de soigner sa qualité de sommeil. Donc si on replace ça dans les objectifs qu'on peut avoir pour nos étudiants, qui sont premièrement d'apprendre à long terme, on peut se demander comment on va pouvoir agir sur ces processus. Alors la mémoire, c'est un petit peu comme tracer un chemin dans une forêt. Plus on va passer sur le chemin, plus ça va être facile d'y passer. Eh bien, on peut voir avec cette étude qui est un petit peu historique, qui date un peu, mais qui est très représentative, que lorsqu'on apprend une première fois quelque chose, on va très rapidement oublier une grande partie de ce qu'on a appris. Ce n'est qu'en faisant des répétitions qu'on va commencer à oublier un peu moins vite et un peu moins. Et au bout de quelques répétitions, on va retenir une grande quantité d'informations sur un temps très long. Donc, un des conseils qu'on pourrait donner, c'est d'y revenir à plusieurs fois. Deuxième type d'expérience qu'on peut faire, c'est d'essayer de comparer différentes pratiques d'apprentissage. Donc ici, on compare tout simplement la lecture et l'autotest. En faisant 3 groupes de personnes qui vont devoir apprendre la même chose, avec soit 4 séries de lecture, 3 séries de lecture et un test, une seule lecture et 3 tests. On voit que si on fait l'interrogation finale au bout de 5 minutes après la fin de l'apprentissage, la lecture tient le haut du panier, donc peut être une technique efficace pour la mémoire à court terme. Cela dit, si on regarde au bout d'une semaine la rétention des informations par les personnes qui ont fait ces différentes pratiques d'apprentissage, on s'aperçoit que la lecture seule est nettement en retard par rapport à ne serait-ce qu'avoir fait un seul test, et encore mieux après avoir fait 3 tests. Donc un deuxième conseil qu'on pourrait se donner, c'est de travailler en se testant. Si on combine ces 2 conseils, y revenir plusieurs fois et travailler en se testant, finalement on identifie une méthode optimale qui s'appelle la récupération espacée, qui consiste à faire pas de la lecture mais de la récupération, c'est-à-dire aller réellement chercher les informations dans sa mémoire, et le faire de manière espacée, c'est-à-dire qu'on va planifier différents instants de récupération, par exemple le lendemain du cours, une semaine après le cours, une semaine avant les examens, etc. Notre deuxième objectif, ce serait que les étudiants apprennent en profondeur. Et pour cet objectif, je ne vais pas vous refaire toutes les démonstrations parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, mais il existe aussi un certain nombre de techniques qui sont favorables à apprendre en profondeur. L'entraînement par récupération, les exemples concrets, l'élaboration, l'intercalage, le double codage. Si vous voulez trouver des informations concrètes sur ces différentes techniques, je vous conseille le site de Learning Scientist qui édite des posters qui existent en différentes langues pour expliquer toutes les étapes et l'intérêt de ces différentes méthodes. Donc du coup, en pratique, que peuvent faire les enseignantes et les enseignants pour agir sur ces processus ? Et finalement, l'enseignant se retrouve avec un petit panier que j'ai intitulé stratégie cognitive, même si j'ai mis des choses de valeur un petit peu différentes, les leviers des apprentissages et puis des pratiques d'apprentissage plus efficaces, avec dans le bas du panier les pratiques les plus utilisées par les étudiants. Alors, ma première piste, je pense, c'est de faire pratiquer les stratégies cognitives les plus adaptées à l'apprentissage à long terme et en profondeur.
Donc pour ce faire, on peut aussi utiliser Moodle, parce que c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, je crois. Donc effectivement, pour l'attention, on peut attirer l'attention des étudiants sur certaines choses en utilisant des outils comme les leçons, les listes de tâches. On peut les rendre plus actifs avec des WooClap, des forums, des devoirs, des glossaires. On peut leur faire de l'entraînement, on peut leur faire du retour d'informations avec le feedback. Voilà, donc on peut jouer sur les leviers de l'apprentissage. Pour les pratiques les plus favorables à l'apprentissage en profondeur et à long terme, c'est pareil, on dispose d'un certain nombre d'activités Moodle qui nous permettent de les solliciter. Donc on est vraiment équipé pour faire pratiquer, guider et expliciter pourquoi c'est bien d'utiliser ces techniques et démontrer par l'utilisation le bénéfice que peut avoir l'étudiant à les utiliser. Au niveau des objectifs d'apprentissage, je vous disais, on veut qu'ils mémorisent, qu'ils apprennent, qu'ils appliquent, mais aussi qu'ils aillent vers des choses de plus haut niveau. Et on voit qu'il existe aussi tout un panel d'outils Moodle, d'activités, qui permettent de faire pratiquer ces différents niveaux aux étudiants. Alors vous remarquez peut-être qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont plutôt vers les bas niveaux, et puis peu de choses qui sont vers les hauts niveaux. Avec un petit peu de créativité, je pense qu'on peut utiliser certaines de ces activités sur les différents niveaux. Mais dans ma pratique, avec les équipes pédagogiques que j'ai autour de moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'activités de bas niveau qui sont très utilisées, et puis peu d'activités de haut niveau qui sont peu utilisées. Voilà. Est-ce que c'est un problème ? Je ne suis pas sûre, parce que finalement, en faisant pratiquer beaucoup les activités de bas niveau, ce qu'on peut essayer d'atteindre, c'est l'automatisation de ces pratiques. Et automatiser les activités de bas niveau cognitif, ça veut dire qu'on va libérer des ressources cognitives pour faire les activités de haut niveau. Je vais prendre un exemple très simple, c'est qu'en apprenant des listes de vocabulaire et des règles de grammaire en faisant des petits QCM, finalement, le jour où on doit parler la langue, qu'on doit réagir dans une conversation, on va être plus apte à le faire parce que on aura une automatisation pour aller rechercher les mots de vocabulaire et les règles de grammaire. Donc c'est intéressant quand même. Donc voilà pour la première piste qui est de faire pratiquer. Oui, il faut faire pratiquer, mais il faut aussi guider, expliciter. Et puis on peut jouer sur les automatisations pour faire progresser les étudiants. Mais ça, c'est un niveau de débutant peu autonome. Là, c'est essentiellement l'enseignant qui va être moteur dans toute cette partie. Et je pense qu'en tant qu'enseignant, ce qu'on aimerait, c'est que les étudiants deviennent experts et pratiquent en autonomie ces stratégies cognitives les plus adaptées à l'apprentissage à long terme et en profondeur. Du coup, je propose une deuxième piste qui est d'accompagner vers la pratique expérimentée et en autonomie. Et pour ça, je propose d'utiliser les stratégies métacognitives. Donc les stratégies métacognitives, ce sont essentiellement des stratégies d'anticipation. Qu'est-ce que j'ai à faire ? Quand je vais le faire ? Comment je vais le faire ? Et d'autorégulation. Comment j'ai procédé ? Est-ce que ça a marché ? Et comment je vais procéder la prochaine fois ? Donc, pour illustrer cet exemple, je vais prendre un exemple très très concret qui, je pense, va vous parler. C'est l'exemple de l'utilisation des ressources Moodle, avec de nouveau un décalage entre l'enseignant et l'étudiant, avec l'enseignant qui considère que, une fois qu'il a mis les activités sur Moodle, les étudiants, ils ont tout ce qu'il faut pour bosser. Et puis les étudiants qui sont parfois un petit peu perturbés par la somme de tout ce qu'il y a sur Moodle et qui ne savent plus quoi faire. Donc du coup, le niveau débutant pour accompagner les étudiants sur cette question, ça va être de clarifier l'importance des différentes ressources, de dire ça c'est important, ça c'est pas important, ça tu le fais maintenant, ça tu le fais dans une semaine. Donc guider et expliciter, ça va être très important au niveau débutant. Au niveau expert, finalement le niveau expert qu'on vise, c'est que on met les ressources sur Moodle et puis l'étudiant il est capable de faire ses propres choix en les adaptant aux objectifs et à sa manière de travailler. Et puis il nous manque le niveau intermédiaire. Alors pour le niveau intermédiaire, je vous propose une expérience qui a été menée sur une cohorte d'étudiants qui a eu le même enseignement par le même professeur et puis à l'intérieur de cette cohorte, ils ont fait deux groupes. Un groupe sans accompagnement et un groupe avec un questionnaire sur l'utilisation stratégique des ressources avant l'examen.
Alors ce questionnaire consistait en 5 petites parties. Première partie, dire aux étudiants que les étudiants qui réfléchissent à l'utilisation des ressources ont de meilleures notes aux examens. Deuxième partie, leur demander en quoi consistent les examens qu'ils vont avoir la semaine suivante. Troisième partie, quelles sont les ressources à... Quatrième partie, quelles ressources allez-vous utiliser pour vous préparer à cet examen? Et dernière partie, pourquoi allez-vous utiliser ces ressources? Et comme vous le voyez, les étudiants qui ont eu cet accompagnement, qui consiste en un simple questionnaire, vraiment faisable sur Moodle, ont eu des meilleures notes aux 3 examens de cet enseignement par rapport aux étudiants sans accompagnement, alors qu'ils ont eu vraiment le même enseignement. Donc la réflexivité, rien que le fait de réfléchir, va améliorer les résultats académiques des étudiants. Donc ça, c'est ma proposition pour le résultat intermédiaire. Si on veut aider les étudiants à utiliser les ressources, on va les faire réfléchir à l'utilisation des ressources. Et c'est comme ça qu'on va les amener à acquérir le niveau expert. Alors ceci rentre dans un cadre théorique qui s'appelle l'apprentissage autorégulé et qui me semble être une très très bonne base vers l'autonomie des étudiants. Dans ce cadre théorique, en fait, on découpe en 3 étapes ce que l'étudiant va avoir à faire face à sa tâche d'apprentissage. D'une part, il va devoir aborder cette tâche d'apprentissage avec ses préacquis, avec ses connaissances sur la manière dont son propre cerveau fonctionne, avec ses objectifs et avec ses croyances. Qu'est-ce qu'on appelle les croyances? Par exemple, c'est « je suis nul en maths, je ne vais jamais y arriver ». Deuxième étape, c'est la manière dont il va conduire ses apprentissages, donc ses stratégies cognitives, ses pratiques d'apprentissage, la manière dont il va les planifier, l'engagement et son maintien de l'effort. Et ça, le maintien de l'effort, c'est vraiment très difficile pour nos étudiants, surtout quand ils commencent à être un petit peu largués, parce qu'on a tendance à baisser les bras quand on est largué. La troisième étape, c'est la manière dont l'étudiant va réguler, c'est-à-dire comment il va utiliser le feedback qu'on lui donne, comment il va l'analyser et comment il va être capable de réagir là-dessus pour adapter ses stratégies pour le prochain cours ou pour le prochain semestre ou pour la prochaine année. Donc là, de nouveau, on peut insérer un petit peu de Moodle, on peut insérer des activités qui vont aider l'étudiant à rentrer dans ce cycle dynamique de l'autorégulation, en faisant par exemple des petits tests pour leur demander qu'est-ce qu'ils savent avant de venir, quels sont leurs objectifs dans cette UE, en les aidant à planifier ou à choisir leur stratégie cognitive, comme on en a déjà parlé, aussi à récupérer du feedback et à l'utiliser. Donc pour finir sur cette partie, peut-on agir sur ces processus? J'espère que je vous ai convaincu qu'on peut. En tant qu'enseignant, on peut, parce que on peut leur faire pratiquer des stratégies optimales, on peut les guider, expliciter pour qu'ils comprennent pourquoi on fait ça. On peut favoriser la réflexivité pour qu'ils gagnent en autonomie. Et du coup, au niveau de l'étudiant, il peut, s'il sait qu'il doit le faire, il peut aussi envisager d'y revenir plusieurs fois, travailler en se testant, automatiser certaines pratiques. Et puis, s'il en comprend l'intérêt, il peut rentrer dans ce cycle dynamique de l'autorégulation. J'en arrive à ma conclusion. Donc, je suis toujours sur cette histoire de, finalement, enseigner et apprendre, ces 2 activités qui sont en regard l'une de l'autre, mais qui s'articulent de manière un peu spécifique, parce que c'est 2 cerveaux qui agissent l'un sur l'autre. Donc, du coup, enseigner, c'est non seulement une mission, mais c'est aussi une posture. Il va falloir transmettre, mais aussi guider dans l'acquisition des compétences du diplôme, et puis aussi accompagner vers l'autonomie pour apprendre. Et pour l'apprenant, et aussi en tenant compte des publics et du contexte, et ça c'est très important. Et puis pour l'apprenant, c'est aussi être engagé dans sa mission et avec une certaine posture, parce qu'il va falloir acquérir les compétences du diplôme, mais aussi acquérir les compétences d'apprenant. Et enfin, là, je vais réutiliser une citation d'un des participants de notre formation Comprendre et développer l'autonomie des étudiants. On demande toujours à nos participants de nous dire c'est quoi pour vous enseigner et c'est quoi pour vous apprendre. Et une fois, il y a un des participants qui a dit enseigner pour moi, c'est aussi apprendre. Et je trouve cette citation très, très juste. Parce que finalement, enseigner, c'est toujours se questionner, expérimenter, trouver des solutions, etc. Donc vraiment, il y a la petite boucle d'autorégulation au niveau de l'étudiant, mais il y a aussi la même boucle d'autorégulation au niveau de l'enseignant.
Et je vais vraiment finir sur quelque chose qui pour moi a été une vraie découverte. C'est aussi que il y a une petite marche à passer, mais une fois qu'on l'a passée, c'est formidable d'être sur cette marche qui donne un petit peu de hauteur. C'est qu'on peut passer des intuitions à une approche étayée. Il existe toute une littérature en neurosciences, en sciences cognitives, en sciences de l'éducation, en psychologie, etc. Et une fois qu'on l'a découvert, c'est super parce qu'on peut étayer ces questionnements, ces expérimentations et avancer beaucoup plus vite dans la résolution de ces problèmes. Donc je vous remercie. Merci aussi à Capsule. Merci pour de la formation. Merci beaucoup Caroline pour cette présentation. Hop là.